Le Parti travailliste est-il en voie de disparition? On en parle dans un instant dans les coulisses de la Knesset avec Meir Masri, maître de conférence à l'Université hébraïque de Jérusalem. Les coulisses de la Knesset, pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien, avec Michael Blum et Shraga Blum. Bonjour Shraga. Bonjour Michael. Alors aujourd'hui, le thème de notre émission, c'est le Parti travailliste. D'après les sondages, autour de 2%. Quel est son avenir? On va en parler tout de suite avec Meir Masri, mais avant tout, on va voir un tweet d'Amir Peretz, le président du parti, qui avait justifié l'entrée de son parti au gouvernement après avoir nié de siéger avec Netanyahou. Et ensuite, un extrait du vidéo de Merav Michaeli, qui est sur les 3 députés travaillistes, celle qui était opposée à l'entrée de son parti au gouvernement Netanyahou. אני הייתי בעד בחירות כבר מהסיבוב השלישי שבו אמרתי כן, עוד בחירות זה דבר גרוע, אבל עוד ממשלה בראשות נתניהו זה דבר יותר גרוע. זה שבני גנץ, גבי אשכנזי, אמיר פרץ ואיציק שמולי נתנו לנתניהו, נותנים לו כל יום שעובר עוד שלטון, עוד לגיטימציה, עוד כלים באמת לרסק את החברה הישראלית, עכשיו גם את הכלכלה הישראלית, לפגוע אנושות בדמוקרטיה הישראלית, זה דבר שהוא נורא והיום. Donc, un petit rappel d'abord que le Parti travailliste qui avait obtenu sous la direction d'Yitzhak Rabin plus de 40 sièges en 1992 et qui aujourd'hui donc dans les sondages n'apparaît dans aucune configuration pour les prochaines élections qui risque d'arriver prochainement peut-être, on en reparlera dans une émission. Et donc on en parle avec Meir. Bonjour Meir. Bonjour. Bonjour Meir. Alors Meir, on n'a pas précisé, mais vous êtes aussi membre du comité directeur du Parti travailliste, même si ces derniers temps, vous êtes un peu éloigné apparemment de la ligne du parti. Alors la première question, évidemment, c'est quel est l'avenir pour ce parti, oui. Ce parti pour lequel vous avez sûrement voté pendant de nombreuses années. Alors, tout d'abord, bonjour Michael, bonjour Shraga, et je salue les auditeurs de Radio Kalita. Alors, le Parti travailliste, effectivement, est dans une situation un petit peu compliquée au niveau de sa représentation parlementaire. Néanmoins, il ne faut pas oublier que ce même parti dispose d'un nombre assez important de membres, puisqu'il y a 60 000 Israéliens qui sont membres du Parti travailliste. C'est la deuxième force politique du pays en termes d'adhésion après le Likoud, où il y a, je crois, environ 120 000 membres. C'est également un parti qui est extrêmement présent au sein des institutions sionistes, au sein de l'administration en Israël. C'est un parti qui est en ébullition permanente avec un nombre impressionnant de cercles de réflexion, de chogim, une vie interne qui est extrêmement riche. Il faudrait quand même signaler qu'en Israël, tout d'abord, nous faisons la distinction entre partis politiques et formations. À la Knesset, il n'y a pas de parti politique. Il y a des formations, des listes, des siot. Et dans le cadre de ces siot, il peut y avoir une miflaga, un parti ou plusieurs partis. Par exemple, dans l'actuel Knesset, il y a 13 formations politiques. Dans le cadre de ces 13 formations politiques, il y a 19 partis. 19 partis. Donc il y a 19 partis politiques représentés dans l'actuel Knesset dans le cadre de 13 formations. Par exemple, la formation Likoud comprend un seul parti qui est le parti Likoud. La formation Yahadut Torah comprend 2 partis, le parti Agudat Israël et le parti Degel Torah. Et ainsi de suite. La liste commune comprend 4 partis, les 3 partis arabes et le parti communiste. Donc on fait la distinction entre formation et parti politique. Sur ces 19 partis représentés dans l'actuel Knesset aujourd'hui, il n'y a que 5 partis démocratiques, il n'y a que 5 véritables partis avec une vie interne, avec des débats, avec des élections primaires, où vous pouvez vous faire élire au Parlement tout en étant contre la direction du parti. Et parmi ces 5 partis, donc qui comprennent le Likoud, Meretz, le parti communiste Hadash, et le Mafdal historique, le parti Abed Hayoudi, il y a également le parti travailliste. Autrement dit, c'est un parti qui existe bien, qui comprend une vie interne qui est extrêmement riche et qui se démarque ainsi de la plus grande partie des partis politiques israéliens représentés au sein du Parlement de par sa nature démocratique et la vie interne qui le distingue. Alors effectivement, il y a une difficulté aujourd'hui à le faire représenter au Parlement. Il y a une crise réelle, et cette crise a des raisons tout à fait objectives qu'il convient d'évaluer ensemble. Je pense que parmi ces raisons, les raisons de l'échec du Parti travailliste au cours des dernières élections législatives
seulement les dernières, parce que je signale quand même qu'en 2015, le parti, en tant que parti politique, disposait de 19 sièges, et en tant que formation, disposait de 24 sièges, ce qui était allié avec le parti Hatnoa de Mme Tzipi Livni. Et dans ce cadre-là, le Parti travailliste était à la tête de l'opposition et constituait la deuxième force parlementaire du pays. C'était il y a 2015. 2015, c'est pas il y a très longtemps. C'était il y a à peine 5 ans. Et il est resté avec ses 24 sièges en tant que formation jusqu'en 2019. Ça veut dire il y a 1 an et demi. Autrement dit, il y a 1 an et demi seulement, le Parti travailliste constituait la deuxième force politique du pays et se trouvait à la tête de l'opposition. Donc il ne faut pas non plus trop exagérer la difficulté auquel est confronté le parti aujourd'hui. Alors, quelles sont les raisons de cet échec, si vous me permettez? Excusez-moi, c'était justement ma question, parce que c'est quand même unique dans l'histoire politique d'Israël qu'un parti qui a déjà eu 44 députés en arrive à pratiquement ne plus être dans les sondages d'éligibilité. Qu'est-ce qui s'est passé avec le Parti travailliste? Est-ce qu'il n'a peut-être pas compris les changements sociologiques qui se sont produits dans la société israélienne? Est-ce que ce sont des effets encore des accords d'Oslo qui ont été très mal vécus? Est-ce qu'il y a une déconnexion des sujets qui intéressent la population? Qu'est-ce qui s'est passé finalement sur le plan idéologique et politique? Alors, tout d'abord, ne pas réussir à se faire représenter à la Knesset selon les sondages ne veut pas dire que le parti est en train de disparaître ou que le parti risque de disparaître. Un parti peut très bien exister sans être représenté à la Knesset pendant une législature. Ce n'est pas la fin du monde. Deuxièmement, c'est du déjà vu, puisqu'on a déjà vu le Likoud qui avait obtenu en 2003 38 sièges et qui disposait à la Knesset de 40 sièges en tant que formation, puisqu'il était allié à l'époque avec les deux membres de la Knesset d'Israël Be'alia, donc de 40 en tant que formation et de 38 sièges en tant que parti politique. En 2006, trois ans plus tard, le Likoud a perdu l'écrasante majorité de ses sièges et s'est retrouvé avec 12 sièges après la création de la formation Kadima. Enfin, 12, et le Parti travailliste aujourd'hui souffre exactement de... 12, c'est pas zéro non plus. Oui, enfin, personne ne parle de zéro parce que le seuil d'éligibilité est à 4 sièges. Donc, c'est pour ça que si vous avez moins de 4 sièges, automatiquement, vous avez 0. Donc, je pense que la création de Yesh Atid dans un premier temps, puis de la formation Kahol Lavan bleu-blanc, comprenant Yesh Atid, donc jusqu'à la formation de ce gouvernement d'union nationale et le schisme, donc a connu cette formation, bien entendu, a pris beaucoup des membres, j'ai envie de dire même que le noyau dur historique du Parti travailliste a, dans sa grande majorité, donné sa voix à la formation bleu-blanc. Donc ça, c'est un fait, c'est une raison factuelle qui explique la dégradation de la représentation parlementaire du Parti travailliste. Maintenant, il y a des raisons beaucoup plus profondes, si vous me permettez. Et parmi ces raisons, vous avez évoqué une de ces raisons, à savoir les échecs constatés au cours du processus de paix, qu'il convenait, de mon point de vue, de condamner et de chercher à réparer ce qui a été fait. Cela ne signifie pas que le processus de paix a été une erreur, que les accords d'Oslo, dans leur ensemble, ont été une erreur, mais il y a des échecs qui ont été commis tout au long du processus. Cela est absolument indéniable. On ne peut pas nier cela. Parmi également les raisons, et ce sont des raisons très très importantes de mon point de vue, qui expliquent le recul du Parti travailliste, c'est le revirement à gauche. On dit souvent qu'Israël est de plus en plus à droite. Ce n'est pas exact, parce que le Likoud d'aujourd'hui n'est plus le Likoud qui était à l'époque de Begin ou de Shamir. Le Likoud d'aujourd'hui a quand même mis beaucoup d'eau dans son vin, notamment en ce qui concerne les questions d'ordre politique et sécuritaire, la relation avec les Palestiniens, etc. Mais ce qui s'est également passé, et qu'il ne faut pas oublier, c'est que le Parti travailliste s'est beaucoup orienté vers la gauche. Le Parti travailliste traditionnel est un parti de centre-gauche. C'est un peu ce qui se passe dans le monde entier, d'ailleurs, avec les partis socialistes. Alors justement, ça c'est un point extrêmement important, c'est que le Parti travailliste n'est pas un parti socialiste européen. Cela n'a absolument rien à voir. Ce n'est pas un parti de gauche, c'est un parti de centre-gauche, c'est un parti avec une composante nationaliste très forte. C'est le parti qui a contribué à j'ai pas envie de dire création de l'État d'Israël, parce que nous ne sommes pas une laverie automatique ou un supermarché. Nous sommes un État qui a acquis son indépendance en 1948 dans le sillage du mouvement des indépendances dans le Moyen-Orient. Donc c'est un parti qui a contribué à l'indépendance du pays
et qui est, je veux dire, comparable au gaullisme en France. Ce n'est pas, en France, si vous voulez, la gauche est un petit peu un outsider. En Israël, c'est l'inverse. En Israël, c'est le mouvement révisionniste qui était dans la martyret, la clandestinité, qui cherchait à s'imposer, tandis que c'est le mouvement travailliste qui a contribué, qui a été pionnier dans tout le processus d'indépendance de l'État. Et puis aujourd'hui, on remarque quand même que le parti a pris des positions beaucoup plus à gauche, que la mouvance centriste qui existe au sein du parti, parce que lorsqu'on parle de parti de centre-gauche, qu'est-ce que ça veut dire? Ça ne veut pas dire que c'est une gauche modérée qui tend vers le centre, non. Ça veut dire qu'il y a une composante centriste au sein du parti qui n'est pas du tout de gauche, et il y a une autre composante qui est de gauche. C'est une alliance entre plusieurs tendances, exactement comme le Likoud s'est fait sur la base d'une alliance entre 4 formations. Et ce qui se passe, c'est que la tendance centriste qui a toujours existé au sein du Parti travailliste a été extrêmement marginalisée au cours des dernières années, ce qui explique également la fuite de beaucoup de voix vers des formations qui s'affichent clairement comme étant de centre. Néanmoins, tous ces partis centristes, de Kadima en passant par Hatnoua jusqu'à Yesh Atid et Bleu-Blanc, ce ne sont pas des véritables partis. Ce ne sont pas des partis démocratiques avec une vie interne, avec des cercles de réflexion, avec des élections primaires. Ils ne sont pas enracinés. Des listes, et puis voilà, des listes, et puis vous faites représenter sur ces listes à partir du moment où vous êtes soutenu par le chef du parti, le chef de la formation. Ça n'a absolument rien à voir avec la culture démocratique qui existe au sein du Parti travailliste. C'est un parti avec une très large représentativité. Dans ce parti, vous trouvez à peu près tout le monde. Vous avez évidemment des Ashkénazes et des séfarades. On a souvent des stéréotypes qui ne veulent absolument rien dire sur la structure de ce parti, sa composition. Et il y a également des religieux, il y a un Chouk Haredi au sein du Parti travailliste, il y a des Arabes israéliens, des Bédouins, des Druzes. C'est un parti qui a une représentation très large, 60 000 adhérents, encore une fois, la deuxième force du pays. Néanmoins, au cours des dernières années, la composante de gauche l'a emporté, et au point que ce parti s'est présenté aux dernières élections législatives sur la même liste que le parti Meretz. Je vous remercie beaucoup, Meir, et j'espère qu'on aura l'occasion de reparler, et au moins avant les prochaines élections, de l'avenir de ce bientôt. Parti. Merci, Meir. Merci beaucoup, Meir. Au revoir. Alors, je regarde La Rose cette semaine. Alors, La Rose cette semaine, il y a eu un sondage qui a été effectué par la chaîne Arutz Esrim, Arutz 20, qui est une chaîne un peu alternative, qui sort un peu de droite. Du politiquement correct, qui est à droite, et qui a fait un sondage sur les ministres, pour savoir quels ministres sont le plus appréciés, qui font leur travail dans le dicaster, le ministère qui leur est imparti. Alors, je ne sais pas pourquoi ils ont choisi 6 exemples, mais en tout cas, c'est Itzik Shmouli, travailliste justement, qui est ministre des Affaires sociales et du Travail, qui a eu la meilleure note, 19%. Alors, je ne sais pas comment ce sont les critères. À titre exemple, Benny Gantz a obtenu 7%, Avi Nissenkor 9%, Amir Ohana 9%, Ari Ederi 10%, Miri Regev 17%. Et donc, c'est Itzik Shmouli qui a une fibre très sociale, on le sait, membre du Parti travailliste, et qui apparemment, sans faire trop de bruit, agit énormément dans le cadre de son ministère, à ce moment en plus avec la crise du corona, pour soutenir les populations défavorisées et faire avancer des lois sociales. Ça revient au sujet de l'émission cette semaine. On montre que les travaillistes sont encore très présents sur la scène politique. Voilà, il n'est pas très médiatique en ce moment en tout cas, mais en tout cas il fait du bon travail et ça méritait d'être relevé. Et c'est Arutz 20, une chaîne de droite, qui l'a relevé. Alors le cactus, il est pour Yulia Melinovski. Alors c'est une députée du parti Israël Beiteinu qui est membre de la commission de Corona, de la dernière réunion de cette commission cette semaine, a dénoncé donc le Séguer, le confinement forcé pendant un mois dans le pays, et qui a expliqué qu'elle-même avait
rencontré des gens. enfreint ce confinement, avait rencontré des gens, avait reçu des gens à la maison. Alors, on en avait déjà parlé. Il y a plusieurs élus qui ont été dénoncés pour avoir enfreint les règles du confinement. On se souvient notamment de Ghila Gamliel, la ministre, qui avait menti lors de l'enquête épidémiologique. Ça va être très difficile ce matin. Mais là, de son plein gré, on va dire, elle se présente comme quelqu'un qui enfreint la loi. Et c'est inadmissible que les élus ne respectent pas les lois pour lesquelles ils votent, surtout quand ils sont membres de la commission Corona. Rappelons qu'on avait, je crois, donné la rose aux députés, ou en tout cas, on avait salué le fait que le député de Miki Lévy avait démissionné de la commission Corona après qu'on ait vu qu'il avait enfreint cette loi. D'ailleurs, elle a dit qu'on n'est pas obligé d'obéir à des consignes qui sont stupides. On peut penser ce qu'on veut des consignes, mais une fois qu'elles sont données, je crois que la moindre des choses pour les élus. En tout cas, pour les élus. Voilà, donc un cactus pour Yulia Melinovski de Israël Beitenu. Voilà, il nous reste à saluer nos auditeurs et à la semaine prochaine. Shabbat Shalom, au revoir Michael. Les coulisses de la Knesset. Pour mieux comprendre les enjeux du Parlement israélien, avec Michael Blum et Shraga Blum.